Bonjour à tous, je suis Cyrix1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo. Aujourd'hui on présente ce gros machin gris qui va sans doute vous évoquer pas grand chose si vous n'avez pas connu ce genre de truc qui est sorti dans les années 90, mais c'est assez rigolo parce que c'est pourtant un objet du quotidien que vous connaissez et que vous êtes certainement en train d'utiliser en ce moment même, vu que ce machin c'est tout simplement l'ancêtre de ce machin. C'est un PowerBook 170 qui est l'ancêtre du MacBook. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, Apple a fait des machines transportables plus ou moins dès ses débuts. La première grande machine d'Apple, c'est le Apple II, qui était un ordinateur qui se présentait un petit peu comme le Commodore 64, c'est-à-dire sous la forme d'un gros clavier qu'on reliait à un écran pour pouvoir l'utiliser. Il y avait plein d'ordi qui avaient ce format à l'époque, comme par exemple ça, c'est un Atari ST que vous voyez ici, et pareil, c'est un espèce de gros clavier qu'on branchait à un écran. C'était un format qui était très à la mode parce que ça permettait facilement de transporter la machine et facilement de pouvoir la déplacer d'un point A à un point B. Le truc, c'est que ça avait ses défauts. Déjà, il fallait toujours avoir un écran sur le lieu où on la déposait, et en plus, c'était compliqué au niveau du refroidissement. Quand on a commencé à avoir des processeurs vraiment très puissants, on a commencé à être emmerdé parce que ces trucs étaient plutôt chiants à refroidir. Du coup, on a créé d'autres formats, notamment les formats tours, qui sont toujours à la mode aujourd'hui, un peu comme par exemple le G5 ou le XPS que vous voyez ici. Et Apple, en 1984, a sorti le Macintosh, qui, comme je disais, avait un design très proche du Macintosh classique que vous voyez ici, ce design en forme de cube avec l'écran tout intégré et le lecteur disquette qu'on branchait à un clavier et une souris. Ce truc était encore relativement transportable, il était bien plus gros, bien plus lourd, mais il rentrait dans un sac à dos. D'ailleurs, le premier Macintosh, il était officiellement livré avec sa housse de transport qui permettait du coup de le charrier d'un point A à un point B. Malgré tout, c'était très lourd et plutôt chiant, donc très vite Apple a eu envie de construire des machines transportables. Et donc au début ils sont aboutis avec un premier design qui s'appelait le Macintosh portable qui est sorti en 1989. Et ça a été un énorme foirage pour plusieurs raisons, notamment la plus grosse, c'est que ce truc possédait une batterie au plomb. Donc une batterie de voiture très lourde. Le machin était très gros, c'est-à-dire il se rangeait dans un sac qui faisait la taille d'une valise, et il pesait, je crois, entre 7 et 10 kilos. Autant le Macintosh classique qui pèse 15 kilos, c'est pas spécialement emmerdant, parce que bon, c'est pas un truc qui est fait pour se déplacer tous les jours, autant un ordinateur portable, pour le coup, c'est bien plus chiant. Et donc du coup, Apple s'est rendu compte que ce design ne fonctionnerait pas sur la durée et qu'il fallait à tout prix revoir les choses, et donc ils sont sortis avec ce design-là. Ce design-là qui est le design des PowerBook 100. Celui-ci, c'est un 170, donc c'est le plus haut de gamme. Il est sorti en 1991, donc un an après le Macintosh classique. Mais là où le Macintosh classique, c'était une réédition d'un Macintosh de 1987 et qu'il était donc relativement vieux et lent pour son époque, lui, il est dernier cri et il est paradoxalement bien plus puissant que le Macintosh classique, qui est pourtant une machine de bureau qui lui est contemporaine. Là où le Macintosh classique, il avait un processeur 68K tout court, cadencé à 8 MHz, lui, il a un 6830 à, je crois, 40 MHz ou quelque chose comme ça. Et il a un FPU avec lui. Un FPU, c'est ce qu'on appelait un coprocesseur, donc c'est un processeur secondaire qui va accompagner le processeur principal. Et un FPU, ça sert à faire des opérations à calcul flottant, Floating Point Unit. Et les opérations à calcul flottant, c'est très utilisé notamment dans le rendu 3D. Donc cette machine pouvait faire de la 3D bien plus facilement que le Macintosh classique. Niveau design, comme vous le voyez, ça a un côté bien plus moderne. On est sur un truc qui est très élégant avec ce côté gris qui est resté sur la gamme de laptops d'Apple jusqu'à la sortie des derniers PowerBook. Apple aimait beaucoup avoir ses laptops en noir et ses desktops en blanc. C'est un truc qui est resté très longtemps. Et d'ailleurs, le nom PowerBook aussi est resté longtemps. Les machines se sont appelées PowerBook depuis celui-ci qui est sorti en 1991 jusqu'au premier MacBook en 2006. Les MacBooks, c'est des machines avec un processeur Intel, et quand ils sont passés au processeur Intel, ils ont eu envie de renommer toute leur gamme. Donc c'est pour ça que ces deux-là n'ont pas le même nom. Et pourtant, en termes de gamme, ce sont strictement les mêmes. Apple les vendait exactement de la même manière. Même si, fatalement, l'usage a beaucoup changé, et évidemment, la technologie n'a rien à voir. Celui-ci, comme vous voyez, du coup, il doit faire à peu près il doit faire à peu près 7 cm d'épaisseur quand il est fermé. Il a au moins 2 cm d'épaisseur sur le clavier, et presque autant pour l'écran. Là où, comme vous le voyez, sur le MacBook, le LCD fait à peine 5 mm. Pour le coup, on est sur quelque chose de très fin. Et la technologie, et pourtant, on a fait des progrès énormes. Si on l'ouvre, vous voyez déjà qu'il n'a pas d'ouverture magnétique, c'est avec un système de crochet tout bête.
Au moins l'avantage c'est qu'on peut l'ouvrir à une main, il est tellement lourd qu'on ne risque pas d'entraîner le clavier avec l'écran. La charnière est quand même relativement solide, comme vous voyez ça tient bien, et pourtant c'est pas tout jeune, hein. Et donc il a un écran LCD. C'est un écran LCD en 480p si je dis pas de bêtises, et qui est en noir et blanc, exactement comme le cathodique du Macintosh classique. C'est moins cher, et à l'époque les technologies LCD c'était pas encore ça. Donc pour le coup c'est vraiment plus adapté. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde. J'ai perdu mes mots. Donc le LCD... En plus je tape sur le micro du téléphone, je suis très malin moi, dis donc, je suis très doué pour faire des vidéos. Donc le LCD en noir et blanc, voilà machin. Ah oui, détail très important, c'est qu'hélas, vous ne verrez pas cette machine fonctionner dans cette vidéo. Parce que je l'ai récupéré hier chez un ami, et comme vous le voyez, il est dans un état remarquable, il a été extrêmement bien conservé. Malheureusement, je l'ai branché à son adaptateur originel, et ce dernier n'a plus l'air de fonctionner. Ce qui prive la machine d'énergie. Je n'ai aucune idée de s'il fonctionne encore et si c'est juste l'adaptateur qui déconne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas les moyens de le faire fonctionner. Malgré tout, j'ai jugé pertinent de faire cette vidéo parce qu'il fonctionne sur macOS 7.5, enfin le système 7.5, qui est très très similaire au système que vous avez vu sur le Macintosh classique, qui a eu droit à sa review rigolo aussi. Donc pour le coup, ça changerait pas grand chose. Mais donc voilà, je vais vous présenter la machine en elle-même. Du coup, le clavier est assez similaire à celui du classique. Il y a une chose que j'ai remarqué qui est assez rigolote, c'est que sur le Macintosh classique, la touche ESC est à côté de la barre d'espace, elle est à droite. Ici, elle est aussi à côté de la barre d'espace, mais elle est à gauche. Dans les deux cas, c'est très bizarre de voir la touche ESC ici. On a la même disposition pourrie des flèches, et on a également quelques petites... une autre subtilité par rapport au fait qu'on est sur une machine portable, c'est que la touche entrée est ici. Et ça, cette touche-là s'appelle entrée. Nous, on l'appelle entrée, mais on a aussi l'habitude de nommer cette touche-là entrée. Mais il faut savoir que c'est plus ou moins une erreur. C'est dû au fait que sur un clavier américain, cette touche s'appelle Enter. Mais sur un clavier français, cette touche s'appelle retour. Parce que c'est la touche qui permet de faire un retour chariot et donc aller à la ligne. Et la touche entrée, c'est celle-ci qui se trouve à côté du pavé numérique. Et vous avez sans doute remarqué que sur les ordinateurs modernes, elle fait plus ou moins la même chose. Et donc, elle est là, sur ce laptop-là. C'est assez rigolo à voir. Également, évidemment, l'attraction phare, c'est qu'on n'a pas de Magic Trackpad comme sur les MacBook dernier cri avec cette machine. On a ce qu'on appelait un trackball. Ça fonctionne sur le même principe qu'une souris à boule, à ceci près qu'on a inversé la boule, et donc au lieu de faire rouler la souris, eh ben on fait rouler notre doigt dessus. Vous voyez également qu'il y a deux clics. Il y en a un là, et il y en a un là, qui font clic-clic à l'ancienne. J'aime beaucoup. Je pense qu'ils font la même chose et qu'ils ne sont là simplement que pour des raisons de confort. Parce que, comme vous le savez, les souris Macintosh, elles n'ont qu'un seul clic. C'était un truc très orienté PC d'avoir deux clics. Également, vous voyez que cette souris, si vous avez vu la revue rigolo sur le Macintosh classique, c'est pas la même que celle que vous avez vue la dernière fois. Tout simplement parce que c'est la souris qui était avec cet ordinateur. Et vous voyez qu'elle a un aspect beaucoup plus primitif que la souris d'origine du Macintosh classique qui est là. Parce que ça, c'est la deuxième souris d'Apple. La toute première souris d'Apple, c'est celle-ci. Et pour le coup, le Macintosh classique qui est sorti en 1990, il était livré avec cette souris. Je l'avais eu avec cette souris, mais cette souris est beaucoup plus récente, elle est sortie en fin des années 90. Hop. Et donc lui, il avait le même genre de souris vu qu'il date de la même époque. Vous voyez ici cette espèce de grand machin, c'est tout simplement un curseur de luminosité de l'écran. Donc je sais pas quel côté était éclairé, quel côté était foncé, mais donc on ajustait la luminosité à la main à l'époque. Il a un haut-parleur qui est ici et qui, vu la grille d'aération, doit être dégueulasse. Et assez de manière assez drôle, je ne sais pas comment on contrôle le volume audio. Parce que pour le coup, en général, on avait aussi un curseur physique pour le volume. C'était rare sur les machines de cette époque d'avoir le volume contrôlé au niveau logiciel. Le Macintosh classique a ça, mais pour le coup, c'était vraiment une exception. La plupart des machines avaient un curseur de luminosité et un curseur de volume. Hop. Donc lui, pour le coup, il a une grosse batterie au nickel, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de batterie lithium-ion, mais c'est déjà mieux que la batterie au plomb du Macintosh portable qui était sorti avant. J'aime beaucoup cette typo, c'est très élégant, le Macintosh avec le PowerBook 370, qui est similaire à la typo du Macintosh classique, avec, comme je disais, le contraste entre le fait que lui est noir et l'autre est blanc. Hop, et il y avait un certain nombre d'autres features sympas. Alors, on va le refermer. Hop, ici on a la pomme d'Apple, la pomme arc-en-ciel. Là, vous voyez que sur le côté, il est muni d'un lecteur disquette. C'est exactement le même genre de lecteur disquette qu'on avait sur le Macintosh classique, avec pour le coup la possibilité de mettre des disquettes dedans. Je vais pas la rentrer à fond parce qu'après il va falloir l'éjecter et comme il démarre pas, c'est chiant. Et on avait un certain nombre de trucs intelligents à l'arrière.
Alors, on avait une petite trappe qui est cassée sur celui-ci et qui donc ne fonctionne plus très bien. Vous voyez qu'elle ne ferme plus comme elle devrait se fermer. Hop, et si on ouvre, on a accès à notamment différents ports et le bouton d'allumage. Alors, ici, on a une prise. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, une prise modem? Non, j'arrive pas à reconnaître le symbole. Oui, ça doit être une prise modem, il y a un téléphone. Ça, c'est une prise SCSI. Le Macintosh classique en a une, mais grand format. Ça permet de brancher des lecteurs disquettes et des disques durs. Ici, c'est de la DB, donc c'est la prise qui permet de brancher un clavier externe ou une souris externe, ou les deux, avec le dispositif de chaînage comme on a sur le Macintosh classique. Ici, on a la prise micro et la prise haut-parleur, ce qui est plutôt cool pour pouvoir enregistrer et jouer du son. Surtout que c'était pas commun sur tous les laptops à cette époque. Ici, on a une prise... c'est une prise d'imprimante, donc pour brancher l'imprimante. Et là, c'est une autre prise modem. Je sais pas exactement quelle est la différence entre ces deux-là. Pour le coup, il faudrait que je me renseigne. Et là, vous avez deux trous où vous pouvez glisser un trombone. Vous avez le bouton d'interruption, qui permet d'interrompre le processeur et de faire du débogage. J'ai encore fait une bêtise, j'ai encore appuyé sur le bouton du téléphone pendant que je vous montrais un truc. Donc je disais, je reprends, on a le bouton d'interruption à gauche qui permet d'interrompre le processeur et de pouvoir faire du débogage en temps réel, et le bouton de redémarrage d'urgence qui permet de reset purement et simplement la machine, sans avoir forcément à la débrancher. Il faut savoir également que je me rappelle plus vous l'avoir montré, mais le Macintosh classique a également ces deux boutons. Ils sont ici. Voilà. Sur la tranche de la machine. Et ils ont exactement la même fonction. Et enfin, à côté de ces deux trous avec le trombone, on a le bouton d'allumage qui est ici, et qui du coup ne donne rien actuellement. La dernière feature plutôt sympa de cette tour, c'est vous voyez ces espèces de machins sur les côtés. Alors lui il est cassé, il a perdu son caoutchouc, mais vous voyez que celui-ci, bon le caoutchouc est complètement daté, mais ce sont des espèces de pieds. En fait, on les tourne comme ceci. Alors, un peu dur à faire, ça demande un petit peu de gymnastique. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Ah, bah le caoutchouc est fatigué. Bon. Aïe aïe aïe. En vrai, c'est vieux, c'est usé. Hop, tant pis. Bah, de toute façon, comme ça, au moins, il sera pas déséquilibré. Mais donc oui, à l'origine, c'était antidérapant. Et donc, on le déploie comme ça. Et vous voyez, ça le penche. De manière à avoir un clavier ergonomique, exactement comme on fait sur un clavier de bureau. C'était plutôt cool comme feature. Et franchement, bien pensé, ça permettait d'éviter de se faire du canal carpien. Voilà. De ce que je sais sur ce genre de machin, la batterie est amovible, mais j'ai pas trouvé où c'est qu'on l'a défait. Alors on va le remettre, hop, en mode normal, à plat. Hop. Je crois que c'est de ce côté-là, voyons voir. Parce que là, il y a un truc... Ouais, c'est là. Hop. Alors, comment cela-ci fonctionne? On fait un petit peu de découverte. Et là, vous voyez, il y a une trappe là. Donc, je vais essayer de l'extirper. Je vais poser le téléphone quelques instants. On va vous mettre en pause sur le Macintosh classique. Hop, alors. Un petit peu de gymnastique, ça demande pas mal d'huile de coude, hein. Ça n'a pas dû être éjecté depuis un moment. J'espère que ça le peut encore, et j'espère que je fais rien de problématique surtout. Bon, je voudrais pas me risquer à casser quelque chose, parce que vous l'avez vu, il est vraiment en très très bon état, hors de son caoutchouc qui vient de malheureusement se briser. Aïe aïe aïe. Bon, j'y arrive pas, et en vrai, c'est pas forcément important. Mais comme vous le voyez, la batterie était logée là-dedans. Et donc du coup, il fallait coulisser par là, et on pouvait l'éjecter comme une cartouche. Ce qui permettait donc de la changer aisément, et on pouvait trimballer sur soi plusieurs batteries pour pouvoir décupler l'autonomie. Dans les machines suivantes qui ont suivi, notamment les PowerBook 500, c'était encore plus drôle parce qu'il y avait deux compartiments à batterie. On avait le compartiment actif qui contenait la batterie qui était en train de fonctionner et un compartiment de secours, et il fallait intervertir les deux une fois que la batterie s'était déchargée une première fois. C'est rigolo comme à l'époque on compensait le manque d'autonomie par des petites astuces drôles. Et c'est vrai que maintenant les MacBooks comme celui-ci qui tiennent 10 heures, ils ont absolument pas besoin de ce genre de subterfuge, donc on a un petit peu oublié. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce petit machin. Bon, vous l'aurez pas vu fonctionner, c'est dommage. Peut-être qu'un jour j'arriverai à le refaire marcher. Dans ce cas-là, je vous referai une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, parce qu'il paraît qu'il y a des choses très marrantes dedans. Et j'ai oublié de dire, il possédait un disque dur.
en plus du lecteur disquette, exactement comme le Macintosh classique. Alors je sais pas si comme sur le Macintosh classique c'était en option ou si c'était intégré d'office. Celui-là c'est le modèle de plus haut de gamme, donc à mon avis il en avait forcément un. Je sais même pas combien il fait son disque dur, il doit faire quelques mégas à tout casser. On peut aller demander au logiciel Mac Tracker, mais en vrai c'est pas forcément important. Sur le Macintosh classique, pour vous donner un ordre d'idée, le disque dur faisait 40 mégas. Donc c'est vraiment très très peu, hein. On peut même pas stocker une photo de haute qualité dessus. Mais à l'époque, c'était c'était le maximum qu'on pouvait faire. Et franchement, vous voyez, pour une machine transportable, on avait franchement un bon processeur, on avait un bon clavier, on avait tout un tas de trucs. C'était élégant, c'était relativement léger comparé à ce mastodonte, même si ça doit bien peser 3-4 kilos, hein. C'est pas léger non plus. Mais c'est vrai que paradoxalement, par rapport à un gros laptop de gaming, c'est pas spécialement plus emmerdant. Bon, c'est quand même beaucoup plus épais et plus fragile. Mais bon, c'était le meilleur laptop, enfin un des meilleurs laptops de son époque. J'espère que du coup, ce petit plongeon dans le passé vous aura plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!